Alors, on va passer au dossier numéro 3. Donc, on prend l'énoncé, on fait le brouillon des zéros. Alors, monsieur R, 28 ans, donc c'est pareil, c'est un jeune. Technicien de laboratoire, on va voir si ça peut avoir un intérêt par la suite. Vous consulte pour une toux évoluant depuis environ 6 semaines. Donc, c'est un tableau de toux chronique, toux depuis plus de 4 semaines. Toux chronique. Il décrit une toux sèche, donc elle n'est pas productive, de prédominance vespérale, c'est-à-dire le soir, évoluant par quintes quasi asphyxiantes. Alors ça, tout de suite, ça va vous faire évoquer la coqueluche, les quintes asphyxiantes et la toux qui prédomine le soir. Il n'a jamais fait de malaise au cours de cette toux et ne présente aucun autre symptôme, ni fièvre, ni crachat, ni douleur thoracique. Donc ça permet d'éliminer un peu une pathologie infectieuse ou une bronchite chronique puisque c'est une toux qui est non productive. Il a comme antécédent une appendicite, donc ça, comme je vous ai dit, souvent ça sert à rien dans les dossiers, sauf si c'est un dossier de chirurgie abdo. Une chirurgie anti-reflux dans l'enfance, donc ça, on peut noter qu'il a peut-être un RGO, ce monsieur. Il a été opéré dans l'enfance, en général la chirurgie, ça ne résout pas complètement les problèmes. Il a une rhinoconjonctivite allergique saisonnière, donc on a un terrain allergique. Ça doit nous faire évoquer le diagnostic d'asthme. Et il a un glaucome héréditaire traité par bêta-bloquant depuis peu. Donc le traitement par bêta-bloquant dans un dossier de pneumologie, même si c'est simplement en collyre, ça doit toujours faire penser à un facteur décompensant d'un asthme. Il faut savoir aussi que les bêta-bloquants, ça peut faire tousser, surtout chez les gens allergiques. Il n'a jamais fumé, donc ça c'est une bonne chose. On élimine les causes potentiellement liées au tabac. Alors de façon générale, quelles sont les causes de toux chronique chez l'adulte non-fumeur? Alors, les 3 principales causes de toux chronique chez l'adulte qui ne fume pas, c'est 1, l'asthme, donc on parle de toux équivalent asthmatique. C'est pas systématique qui siffle ou qui soit dyspnéique, ça peut simplement être une toux. Donc numéro 1, l'asthme. Numéro 2, le reflux gastro-œsophagien. Alors les mécanismes, à la fois il peut y avoir des régurgitations, donc ça peut faire tousser. Et puis il y a aussi des mécanismes vagaux où il y a une activation des récepteurs de la toux qui font qu'en gros le reflux, ça peut être une cause de toux. La 3e cause, après l'asthme et le reflux, c'est les pathologies ORL chroniques avec jetage postérieur. C'est des gens, soit ils ont des polypes, soit ils ont des sinusites chroniques, soit ils ont des rhinites allergiques. Et donc, quand ils se couchent, l'écoulement passe dans la gorge et ça peut entraîner une toux. Ça, c'est les 3 premières causes à évoquer. Ensuite, compte tenu du tableau, il faut évoquer aussi la coqueluche, puisqu'il nous a parlé de quinte asphyxiante. Après, il y a les autres causes classiques de toux chronique. Il y a le corps étranger intrapulmonaire. Donc ça, c'est plus fréquent chez les enfants, mais chez les adultes, on peut toujours demander est-ce que vous n'avez pas avalé de travers il y a 6 semaines, et donc il y aurait un corps étranger qui serait resté. Il y a les pathologies tumorales. Alors chez le non-fumeur, la tumeur du poumon, c'est rare, mais ça existe. Chez le jeune, il y a les tumeurs médiastinales, notamment le lymphome qui peut faire tousser. Il y a les pathologies du carrefour aérodigestif, type diverticule de Zenker ou laryngite chronique, ça peut faire tousser. Il y a les médicaments qui peuvent faire tousser, donc là on a vu que ce jeune homme il était sous bêta-bloquant. Les IOC peuvent aussi donner une toux. De façon rarissime, mais c'est décrit, l'insuffisance ventriculaire gauche peut faire tousser aussi. Et puis enfin, le diagnostic d'élimination, c'est la toux psychogène. Je crois que j'ai une question d'un étudiant. Oui, j'ai une question. Et la tuberculose dans tout ça? Alors la tuberculose, effectivement, ça peut donner une toux chronique, mais généralement, c'est pas un tableau nu. Souvent, il y a une altération d'état général qui va avec.
où il y a des hémoptysies, où il y a des crachats sales. Donc c'est pas faux de le mettre. Moi je l'ai pas mis, c'est peut-être une erreur, ça se discute. La tuberculose, effectivement, ça peut s'évoquer, et en particulier sur des terrains chez des gens qui travaillent en pneumologie, qui sont donc exposés aux patients tuberculeux, ou chez les gens qui viennent de pays d'endémie. Effectivement, c'est juste de l'évoquer. Alors, question numéro 2. Dans ce cas précis, quelles sont les 4 principales étiologies à évoquer? Alors là, on va retourner à notre brouillon initial. On a dit que les 3 principales causes de toux chez l'adulte non-fumeur, c'était l'asthme. Alors effectivement, ce monsieur, il a visiblement des symptômes qui peuvent évoquer une rhinoconjonctivite allergique, donc il est potentiellement asthmatique. Ce monsieur, il est sous bêta-bloquant, donc ça aussi, ça peut favoriser le diagnostic d'asthme. Et puis l'asthme qui prédomine le soir ou la nuit, c'est assez fréquent. Donc ça, c'est les arguments pour dire que ça peut être un asthme. Première chose à évoquer. Deuxième chose à évoquer, on a dit le reflux gastro-œsophagien, c'est une pathologie qui peut donner une toux chez l'adulte. Ce jeune homme, en plus, il a été opéré étant jeune d'une chirurgie anti-reflux. Peut-être qu'il existe un reflux résiduel. Donc le RGO, c'est la deuxième cause à évoquer. Troisième cause à évoquer, on a dit que c'était les pathologies ORL chroniques avec jetage postérieur. Ce jeune homme, il a, semble-t-il, une rhinite allergique, donc ça peut être une cause de sa toux. Et enfin, dernière cause, compte tenu du tableau qui décrit des quintes asphyxiantes prédominant le soir, il faut évoquer la coqueluche. Question 3. Quel est votre interrogatoire? Alors, l'interrogatoire, il a pour objectif d'essayer de trouver des arguments en faveur des diagnostics qui sont suspectés. Alors, là, on suspecte en premier un asthme. Donc, on va lui demander si il s'est déjà entendu siffler, s'il tousse ou il siffle à l'effort, s'il tousse quand il rit. Ça, c'est très évocateur d'hyperréactivité bronchique. On va lui demander si sa toux, elle ne serait pas apparue en même temps que le début de son traitement par bêta-bloquant. Ça serait un argument en faveur de l'asthme. Ensuite, donc l'asthme, on a posé les questions. Pour la pathologie, pour le reflux, on va demander s'il n'a pas des symptômes de reflux, donc notamment s'il n'y a pas un pyrosis, s'il n'y a pas des régurgitations. Pour la pathologie ORL, on va rechercher des symptômes de rhinite chronique. Donc on va lui demander s'il n'a pas le nez bouché, s'il n'a pas des éternuements, un prurite nasal, s'il sent que ça coule dans la gorge, voilà, enfin des symptômes de rhinite. Et pour la coqueluche, on va lui demander donc déjà de quand date son dernier vaccin, s'il a été en contact avec quelqu'un potentiellement qui a eu la coqueluche. Après, on peut rechercher des symptômes plus spécifiques de la coqueluche, de type donc des quintes asphyxiantes avec une reprise de la respiration très bruyante. On parle de chant du coq. Ça, c'est rarissime chez l'adulte, c'est plutôt chez l'enfant, mais c'est très caractéristique de la coqueluche. Et aussi, on peut lui demander si son histoire de toux n'a pas débuté avec un épisode d'allure virale. On dit que dans la coqueluche, il y a une phase catarrhale où initialement, il y a le nez qui est pris, ou c'est comme si on faisait une petite virose ORL. Donc ça, ce sont pour les questions de l'interrogatoire. Question suivante. Quel examen complémentaire proposez-vous? Donc c'est toujours la même chose. On a ces 4 diagnostics en tête. Soit l'asthme, soit le reflux, soit le problème ORL, soit la coqueluche. Donc, pour éliminer un asthme, bon déjà on va faire une radiographie pulmonaire, hein, chez quelqu'un qui tousse, c'est la première chose à faire. Ensuite, pour éliminer un asthme, on va faire des épreuves fonctionnelles respiratoires, voir s'il y a un trouble ventilatoire obstructif qui est réversible sous bêta 2. Pour la coqueluche, on va lui faire une aspiration nasopharyngée pour une culture et rechercher Bordetella pertussis. Et on peut aussi faire une sérologie. Et puis, en fonction des résultats de ces examens, si tout est négatif, et en fonction de ce que le patient raconte cliniquement, s'il a des signes de reflux ou pas, on pourra discuter de faire une pH-métrie. Je vois qu'il y a une question. La question, c'est pour la coqueluche. Ne faut-il pas analyser les crachats? Alors, non, pour la coqueluche, l'examen le plus performant,
c'est l'aspiration nasopharyngée sur laquelle on fait une culture pour rechercher Bordetella pertussis. C'est, semble-t-il, plus sensible que les crachats. Ça peut se faire pour les crachats, mais classiquement, on fait plutôt une aspiration nasopharyngée. Alors, question numéro 5. 4 jours plus tard, alors que vous êtes toujours en attente des résultats des examens prescrits, Monsieur R revient vous voir car à l'occasion d'une quinte de toux, il a ressenti une vive douleur thoracique droite en coup de poignard et il a depuis des difficultés à respirer. Donc vous soupçonnez un pneumothorax droit. Quelles caractéristiques de l'examen clinique conforteraient cette suspicion? Donc, effectivement, alors c'est assez rare, mais chez les patients qui toussent beaucoup, sur un terrain favorisant, des gens qui sont grands, longilignes, très minces, on peut avoir des pneumothorax. Alors, l'examen physique d'un pneumothorax, c'est toujours la même chose, c'est inspection, palpation, percussion, auscultation. À l'inspection, vous regardez s'il n'y a pas une immobilité d'un hémithorax. S'il y a un pneumothorax complet, de ce côté-là, le thorax ne respire plus, donc il ne bouge plus. À la palpation, vous avez une abolition des murmures vésiculaires du côté du pneumothorax, puisque le poumon est décollé, donc les vibrations ne passent pas. À la percussion, vous avez un tympanisme. Et à l'auscultation, vous avez une abolition du murmure vésiculaire. Toujours ne pas oublier de rechercher des signes extrapulmonaires, et notamment dans le cas du pneumothorax, des signes de gravité qui seraient en faveur d'un pneumothorax compressif. Pneumothorax compressif, c'est un pneumothorax qui comprime le médiastin, le refoule de l'autre côté. Et en comprimant les cavités cardiaques, il peut entraîner donc une détresse respiratoire et une détresse hémodynamique avec une hypotension et des signes de cœur droit aigu avec le reflux hépato-jugulaire et la turgescence jugulaire. Donc c'est ce qu'il faut regarder à l'examen physique quand on suspecte un pneumothorax. Question 6. Donc l'examen physique confirme vos soupçons, mais sans argument pour un pneumothorax compressif. Vous demandez une radiographie thoracique en inspiration ou en expiration. Alors, avant, dans des vieux bouquins de pneumo, on dit que une radiographie pour une suspicion de pneumothorax doit être faite en expiration. C'est faux. Quand vous avez un patient qui se présente avec un tableau de pneumothorax, que cliniquement vous avez tout, vous avez l'abolition du murmure vésiculaire, vous n'avez pas de vibration vocale, vous avez un tympanisme, ça veut dire que le pneumothorax il est complet. Et si vous demandez une radio en expiration, vous risquez de rendre le pneumothorax compressif. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas demander de radio en expiration en première intention. Il faut toujours demander une radio en inspiration. Moi-même, j'ai eu l'expérience d'un patient aux urgences qui avait clairement cliniquement un pneumothorax. Il allait bien, il le tolérait très bien. Je l'envoie à la radio, je mets radio pulmonaire, suspicion de pneumothorax. Le radiologue, lui, croyant bien faire, il me fait une expiration forcée. Et je récupère mon patient 1 heure plus tard en état de choc, en détresse respiratoire, parce qu'il avait fait le pneumothorax compressif à cause de sa radio en expiration. Les seules indications de la radiographie en expiration, c'est quand cliniquement on pense qu'il y a un pneumothorax, l'histoire est compatible, on fait une radio en inspiration, on ne voit rien. À ce moment-là, on a le droit de faire une radio en expiration. Ça veut dire que s'il y a un pneumothorax, il n'est pas complet, le décollement il est minime, il est apical, et à ce moment-là, en expiration, on peut révéler le pneumothorax et le voir à la radio. Voilà, c'est la seule indication. Donc en gros, pour être carré, suspicion de pneumothorax, c'est radio en inspiration. L'expiration est contre-indiquée, sauf en deuxième ligne quand vous avez fait une radio en inspiration qui est normale. Je crois qu'il y a une question. Oui, merci. Je ne comprends pas très bien pourquoi l'expiration forcée est-elle dangereuse. Alors, c'est un peu, en gros, ce que je viens de vous expliquer. Le mécanisme du pneumothorax compressif, en général, c'est que il y a ce qu'on appelle une valve, enfin, il y a une communication entre la plèvre et les bronches qui font que quand le patient inspire, l'air passe de la bronche à la plèvre et donc gonfle la plèvre d'air. Et quand le patient expire,
En gros, la valve se ferme et l'air qui est dans la plèvre ne peut pas ressortir. Et donc, à chaque inspiration, le pneumothorax grossit et il risque de devenir compressif. Et alors, si vous demandez une expiration forcée, en général, les gens, naturellement, quand ils font une expiration forcée, ils font d'abord une inspiration forcée. Pour faire une expiration forcée, vous faites... Et donc, du coup, il fait une grande inspiration, il met vachement d'air dans son pneumothorax et vous lui demandez d'expirer, il expire rien du tout. Enfin, il expire l'air de ses bronches, mais l'air qui est dans le pneumothorax, il est toujours là. Et vous mettez le pneumothorax sous pression par l'expiration thoracique. Et ça, c'est un risque majeur de compression. Dernière question, interprétez l'examen suivant. Donc, c'est l'iconographie 1 que vous pouvez trouver sur la droite de votre écran. Alors, c'est toujours la même chose. On fait le type d'examen, les signes positifs, les signes négatifs, la conclusion. Donc, le type d'examen, c'est une radiographie de thorax de face. Les signes positifs, on voit un pneumothorax droit. Il faut toujours préciser complet ou incomplet. Là, il est complet. Et les signes négatifs, il n'y a pas de déviation du médiastin, il n'y a pas d'autres pathologies pleurales, il n'y a pas d'épanchement au niveau de la plèvre droite, donc il n'y a pas d'argument pour un hémothorax. Et donc la conclusion, c'est pneumothorax droit complet, sans signe de compression. Voilà, c'est la fin du dossier. Et je crois qu'on a la question d'ordre général. Ma question se rapporte à la question 2 du dossier, qui était le fait que l'homme travaille dans un laboratoire peut-il être un argument pour un asthme professionnel ? Et en rapport à la dernière question que vous venez de poser, c'était comment voit-on que le cliché est en inspiration ? Alors, donc pour la première question, effectivement, dans l'énoncé, on nous dit que le jeune homme travaille en laboratoire. Ça, on se peut se demander pourquoi est-ce que ça traîne dans l'énoncé. Et effectivement, je ne l'ai pas mis dans la correction, mais c'est très bien de l'évoquer. On sait qu'il y a certaines professions qui exposent au risque d'asthme professionnel. Alors notamment, par exemple, les boulangers qui sont exposés à la farine, aux acariens, aux blattes, ils peuvent faire des asthmes. Les peintres qui sont exposés aux isocyanates, ils peuvent faire des asthmes. Les coiffeurs, avec tout ce qui est teinture, ça peut rendre asthmatique. Et il y a aussi les professions médicales, donc les gens qui travaillent en laboratoire ou qui travaillent à l'hôpital. Ils sont exposés aux antibiotiques, ça peut créer des asthmes. Ils sont exposés aussi à tout ce qui est produit aseptisant et ça peut favoriser l'asthme. Donc c'est tout à fait juste de le faire remarquer. Le fait que ce jeune homme travaille dans un laboratoire pouvait être un argument supplémentaire en faveur du diagnostic d'asthme pour cette toux chronique. Pour ce qui est de la dernière question, ouais, je veux bien que tu me la répètes. Oui, c'était à propos du cliché. Comment est-ce que l'on voit que le cliché est en inspiration ? Alors, on voit qu'un cliché est en inspiration quand on peut compter 6 à 7 arcs costaux antérieurs au-dessus de la coupole diaphragmatique droite. Voilà, c'est ça qui permet de dire que le cliché est en inspiration. Fin du dossier numéro 3.